Bonjour à tous et bienvenue dans le Culting pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour faire la critique du dernier épisode de la série tant débattue, tant annoncée, tant hypée des Anneaux de pouvoir, le Seigneur des Anneaux. Et eh bien j'ai envie de dire, comme à l'accoutumée, celui qui aime bien commence. C'est donc Kerr qui a bien aimé l'épisode et qui va vous en parler. Puis j'aurai un avis un peu plus mitigé dont je parlerai en deuxième partie. Kerr, pourquoi est-ce que tu as aimé cet épisode? Alors, bonjour à tous déjà et petit truc quand même avant de commencer, puisque cette série vient de terminer, permets-moi de faire un hors-sujet pour dire que c'était également le jour de fin de la série Bad Sisters sur Apple TV et aussi de la série Si sur Apple TV avec Jason Momoa qui, elle, est complètement terminée. Après 3 saisons, donc c'était un vendredi majeur, j'ai envie de dire, pour les séries télé. Et avec cette fin de The Rings of Power, qui est une série qui indéniablement a été celle qui était le plus attendue, je pense, presque ever. Enfin, on pourrait réfléchir à ça, mais je vois pas d'autres séries qui auraient été plus attendues que celle-là. Et qui a fait tellement parler au cours de sa diffusion. Et moi, tu l'as dit, tu as un peu spoilé mon avis en disant que j'avais apprécié. Bah ouais, j'ai vraiment apprécié ce final. Ça fait plusieurs épisodes que je trouve que la série s'améliore. Elle efface, elle gomme petit à petit certains de ses gros défauts. Je vais être très honnête, les premiers épisodes m'avaient pas franchement plu. Il y avait plein de choses sur lesquelles j'avais buté. Alors, Enfin de l'honnêteté. je me suis interrogé sur, bah, c'est ce que je disais dans les vidéos, hein. Je me suis interrogé sur est-ce que finalement, quand j'avais parlé dans l'épisode 6 de Plafond de verre, est-ce que je me suis pas dit que finalement la série serait jamais un chef-d'œuvre et qu'il fallait la voir plutôt comme un divertissement bête et méchant, et je pense que c'est ça. Ce qui fait que l'épisode 7 m'avait vraiment plu parce que sans chercher la petite bête, moi j'avais vu du charme et un développement des personnages intéressant, ce que je revendique toujours. Et là, je vais très clairement en dire du bien parce que je trouve que l'épisode est très bien rythmé, ça avance partout, enfin partout là où il nous montre, c'est-à-dire qu'on voit pas du Rhin, on voit pas arrondir, mais sur l'étranger et Nori, j'ai trouvé ça bah, sans faute. Euh, Avec quand même, il faut bien le dire, Sans faute. un, un petit moment, Genre, il n'y a aucune bah, faute sur ce moment, sur ces moments. sans faute majeure. Avec un petit moment quand même caressage des tétons. Parce que dans notre première vidéo sur les anneaux de Et on pouvoir, rappelle que t'en as euh, trois des tétons. j'avais dit que c'était évident que l'étranger c'était Gandalf. Parce qu'il y avait énormément d'indices qui le disaient et de clins d'œil, que ce soit la charrette, que ce soit. Enfin, il y avait plein de choses. Et là, on a la confirmation. Là, il n'y a plus aucun doute possible sur le fait que ce soit Gandalf. Donc, T'es sûr de alors toi là? oui, On va en reparler. ah bah, il sort littéralement une réplique de Gandalf de la communauté de l'anneau. Littéralement. Mais Donc, du pour coup, moi, comme Nori, elle fait des remarques de Sam, est-ce que ça veut dire que c'est Sam? Et non. Galadriel fait des remarques dit les mêmes choses que Frodon à certains moments. Est-ce que du coup, tu penses qu'en fait, c'est Frodon maquillé? Non, mais je vois pas où tu veux en venir. Moi, je pense que là, après, ça peut être Sauron, hein. Moi, je veux bien que l'étranger soit Sauron, pourquoi pas. Mais Tu pour as vu moi, l'épisode jusqu'au bout, du coup? l'étranger, pour moi, c'est très clairement Gandalf, il n'y a plus aucun doute. Le bâton, la réplique, il faut se fier à son flair, son attitude avec les peuples de petite taille, la relation qu'il a avec Nori, et les plans où on le voit de haut, ils sont installés, par exemple, quand ils sont dehors. En haut de la vallée, il y a de la colline, ils sont installés exactement comme Frodon et Gandalf l'étaient dans les mines de la Moria. Enfin, il y a énormément de clins d'œil sur le fait que, pour moi, il n'y a plus aucun doute. Et donc, le caressage de téton, c'est ça, parce qu'on a pris tellement cher dans les commentaires, toi comme moi, puisque tu disais que c'était Gandalf aussi, alors les gens nous disaient oui, c'est pas le même âge, etc. On est d'accord. Mais ils avaient aussi dit qu'ils respecteraient pas les âges. Ils avaient aussi dit qu'ils allaient condenser de ouf.
On a très clairement vu qu'Amazon n'avait aucune intention de respecter le lore du Seigneur des Anneaux. Ils ont fait à leur sauce exactement comme Peter Jackson a fait avec le Hobbit. Il a fait à sa sauce. Et là, c'est une adaptation libre qui en plus est basée sur les appendices, un bout de ci, un bout de ça, etc. Donc c'est pour eux, ils sont obligés d'inventer et de faire un condensé parce qu'ils ne peuvent pas faire une série sur 3000 ans, voire même plus. Donc du coup, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas de voir Gandalf arriver dans la série. Je trouve qu'au contraire, ça met du piment. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai trouvé que la bataille contre les trois sorcières était plutôt réussie. C'est hyper gros. Enfin, on voit tout venir, mais j'ai envie de te dire, comme on voit tout venir à l'avance dans Le Hobbit, par exemple, ou dans certaines scènes du Seigneur des Anneaux. Enfin, il faut pas non plus défoncer à outrance The Rings of Power. Ils reprennent des éléments qu'on retrouve scénaristiques et dans la mise en scène qu'on retrouve dans les autres productions du genre et notamment sur Le Seigneur des Anneaux. J'ai trouvé que le départ de Nori qui quitte les pieds velus, c'était très chouette avec la relation avec Poppy, je crois elle s'appelle. Très clairement, c'est un repompé total de Frodon et Sam. Quand Poppy la prend dans les bras par derrière, moi j'ai vu en fait la scène de Sam qui est en train de courir dans l'eau et tout. Je me suis dit, mais il manque que la flotte et tout, et c'est pareil. Mais ça marche, ça marche. La scène est touchante. Pour les autres, eh ben, je trouve que la révélation Halbrand, mine de rien, dans cet épisode, on a deux révélations majeures, hein. On a la révélation de l'identité de l'étranger et la révélation de l'identité d'Halbrand. Bah, ça marche. Alors, j'ai envie de dire, ça marche. C'est plutôt cohérent vis-à-vis de ce qu'il fait chez les elfes, puisqu'on sait que Sauron a pris l'apparence de plusieurs personnes euh, par perfidie pour obtenir ce qu'il voulait. Alors là, en l'occurrence, Halbrand prend pas une autre apparence, mais prend une autre identité est un peu fourbe, enfin même très fourbe. Et chez les elfes, ça marche plutôt bien, je trouve, pour récupérer les anneaux. Après, c'est fait à la vitesse de l'éclair. Enfin, c'est incroyable. Ils sont en train de dire que ça peut prendre des siècles à forger un anneau, et eux, c'est plié plus vite qu'un contrôle des pneus chez le garagiste. Enfin, vraiment, là-dessus, en effet, tu vois, il y a quand même des éléments dans l'épisode qui vont pas. Là, c'est expédié, ok. Toute la relation avec Halbrand chez les elfes aurait dû durer plus longtemps, plusieurs épisodes, pour qu'on voit comment il les manipule, il arrive petit à petit à obtenir ce qu'il veut. Là, c'était tellement gros que Galadriel elle s'est dit, mais c'est tellement gros ce qu'ils sont en train de nous pendre, que bah, elle aussi a tout de suite compris qu'Halbrand, c'était pas celui qu'il prétendait être. La révélation est bon, les comebacks avec Galadriel, son frère, et puis ensuite l'épave, donnent un plan que j'ai trouvé ouf, qui est le plan où, dans le reflet dans l'eau, on voit Sauron et Galadriel à ses côtés. J'ai trouvé que c'était très très intéressant la relation potentielle entre Galadriel, reine, et Sauron, roi. Et ça fait écho pour moi à la réaction qu'a Galadriel dans la communauté de l'anneau où elle rejette, après s'être emporté l'anneau parce qu'elle sait elle peut pas du tout toucher cet anneau parce que sinon elle va devenir une reine tyran. C'est exactement ce qu'a dit dans l'épisode. Le fait de développer le côté sombre de Galadriel est aussi une bonne idée, je trouve. C'est plutôt bien amené. Puis le craft des anneaux, bah, comme j'ai dit, ça va super vite, mais bon, ils sont pas aussi beaux que ce qu'on avait pu voir. Notamment, alors on les voit pas trop dans les films, mais par exemple Veta, qui faisait les effets spéciaux, avait fait des visuels pour plein de choses, et notamment pour les cartes à collectionner, les cartes à jouer, tu sais, un peu comme Magic du Seigneur des Anneaux, où là vraiment les anneaux elfiques étaient complètement ouf. Et là, je les trouve un peu moins beaux. C'est un peu des anneaux low cost, mais ça passe. Et puis, je vois que le plan final sur Sauron avec sa capuche fait rire tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai vu, j'ai rien vu de particulier dans ce plan-là.
Euh, non, franchement, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était bien rythmé, qui avait beaucoup de révélations, qui commettait moins de fautes que les précédents, euh, qui vraiment posait les bases pour une suite qui m'a donné envie. Vraiment, j'ai envie de voir la suite. Et j'ai envie de voir comment Sauron va prendre le pouvoir, ce qui va arriver à arrondir et à Brenwyn qui sont sur ces terres. J'ai envie de voir la réaction de Galadriel, j'ai envie de voir le voyage de Gandalf, ce qui va se passer à Numénor. Euh, Est-ce qu'elle va perdre le pouvoir ou est-ce qu'elle va, au profit de son conseiller, qui a l'air d'être un sacré filou, le rôle de la sœur d'Isildur, comment Isildur va revenir dans l'histoire. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Je suis très étonné d'ailleurs qu'Isildur soit pas revenu dans cet épisode. Puis bien évidemment Durin. Même si j'ai un peu peur qu'avec le développement qu'ils sont en train de faire, Durin passe un peu au second plan. Mais enfin, on verra. On verra. Bah, de toute façon, enfin, là, logiquement, sauf si je dis une bêtise, mais les étapes suivantes, ça va être forger les anneaux des nains, puis les anneaux des humains. Donc, on va revoir Durin. Voilà pour mon avis. Et toi, mon cher Greg, qu'as-tu détesté à ce point? Bah déjà, donc moi j'ai trouvé que c'était un épisode qui était plutôt en dents de scie en fait, avec des moments qui étaient plutôt réussis et des moments qui étaient plutôt très très loupés. Là, en fait, on a un épisode qui est assez parlant sur. En fait, j'ai envie d'utiliser l'expression du plafond de verre de Kerr, mais d'une autre manière. En gros, le truc, c'est que il y a des scènes qui marchent mieux. Là où vraiment, bon, dans l'épisode précédent, moi, je trouvais qu'il n'y avait aucune scène qui marchait bien, et on va un petit peu en détailler pourquoi là, mais en gros, il y avait vraiment là des scènes qui fonctionnaient globalement, où il y a des bouts de scène qui fonctionnent suffisamment pour que ça nous donne envie d'un peu se projeter dans cet univers alternatif des Seigneurs des Anneaux. Le combat contre les trois sœurs mystiques et le magicien, clairement, dans le moment où on les voit comme ça en personnages désincarnés, en espèce de Nazgûl du monde des songes, ça envoyait vraiment énormément, à la fois dans la Et les réalisation, dans la papillons? gestion de la scène. Ça, c'était bien. Le problème, c'est qu'évidemment, après, si on commence à réfléchir ou même à regarder avec un peu plus d'attention, bah, tous les déplacements du reste de la scène, Sadok, les hobbits qui se téléportent, ils sont en bas, la caméra tourne, ils sont en haut. Voilà, en fait, le truc, c'est qu'on a des moments qui sont bien, mais il faut débrancher la moitié de son cerveau ou pas faire attention à tout. Et du coup, c'est un peu pesant, enfin, comme démarche pour une série. À côté de ça, enfin, pour moi, il y a quatre problèmes qui sont globaux à la série, mais que je détaillerai donc dans la vidéo. On va faire une vidéo qui sera globale à toute la saison, qui sont à mon avis assez parlants et qui sont des problèmes qu'on a moins dans cet épisode final et qui fait que cet épisode a l'air d'être mieux que le reste de la série. Le premier, c'est qu'en fait, on a plein de moments, les dialogues, je pense, qui sont vraiment globalement sur la série. Moi, je trouve les dialogues, ce n'est que mon avis, ne le prenez pas mal pour ceux qui aiment bien, mais je trouve les dialogues vraiment pourris. Je trouve qu'ils ont été écrits par des personnes qui soit n'ont pas l'expérience, soit vraiment en avaient rien à foutre. Et en gros, le truc, c'est que ces dialogues, bah souvent, les personnages sont en train de dire des trucs où on entend oui, non, mais c'est parler en vieux François. Et puis en fait, les dynamiques, la tenue du discours, ce qui se dit, il y a vraiment des scènes où tout est débile. Et donc, du coup, bah, là, qui est un épisode où il y a des moments, par exemple les scènes d'action, où ça parle pas, bah franchement, c'est vachement mieux quand il parle pas, en fait, dans cette série. Donc ça, c'est parce que forcément, quand les personnages ne parlent pas, du coup, eh ben, on est moins attaché aux bêtises qu'ils vont dire et on est plus attaché à la réalisation qui est très réussie. Le problème qui se fait sentir dans cet épisode, je pense, c'est l'attachement au personnage, mais encore une fois, qui a un peu combattu. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je n'ai aucun attachement avec Galadriel.
Galadriel est imbitable pour moi du début à la fin de la série, enfin de la saison. Le truc, c'est que là, elle est avec Elrond, qui est plus friendly, parce que déjà, il a été avec Durin, et Durin, c'est quand même le meilleur de la série. Donc en gros, ça crée un peu plus d'attachement. Bon, ça, encore une fois, un problème qui est un petit peu cassé de lui-même. Le problème de la temporalité. On a des moments qui sont censés être extrêmement longs, qui deviennent extrêmement courts. Bon, ils font du cheval pendant 3 jours, ça devient une scène. Ça, j'ai envie de dire, c'est des ellipses qui sont normales. Ils sont en train de monter les anneaux, ils ont 3 mois pour le faire. Ça prend 2 minutes à l'image. Bon, on aurait pu imaginer un montage à la Rocky, où au lieu de s'entraîner comme ça dans une grange à taper sur du foin, bon là ils sont en train, tous torse nu, en voyant leurs muscles, de faire de faire les forgerons. Pas choquant. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils font venir le roi d'une autre contrée pour une scène, il se barre, les temporalités, la gestion des déplacements, tout est complètement fou. Kerr l'avait fait noter dans l'épisode précédent, où il expliquait que Galadriel, quand elle se jette dans l'eau, elle est à des milliers de kilomètres des rives. Mais au final, elle fait de la brasse pendant 5 minutes, elle est un peu essoufflée, et elle arrive à trouver un bateau qui est proche des côtes. Donc en gros, le truc, c'est que comme là, et encore une fois, bon, c'est un problème, soit on est attaché à ça, et du coup, ça rend fou dans l'épisode, soit on se dit, bon, ça y est, ils sont posés, ils sont dans la ville des elfes, ils se déplacent pas 40 fois, bon, ok, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Le dernier élément qui pour moi est un gros frein de la série, c'est les dialogues, les dialogues qui sont pourris, qui aussi reflètent qu'il y a une inconsistance des personnages de scène en scène. On l'avait fait noter dans l'épisode Oudoun. Donc on a Galadriel qui dit à Halbrand, il faut jamais, mais vraiment jamais menacer un orc et tout. Ou l'épisode d'après, elle va dire à Théo, il ne faut jamais faire de mal aux orques et tout, parce que c'est une part de soi qui disparaît. La scène d'avant, enfin l'épisode d'avant, elle est elle en train de vouloir torturer des orques. Enfin, les personnages sont d'une inconsistance constante. C'est pas dans le final, ça. Et ça rend ça rend l'attachement au personnage, ou ça rend même la, notre capacité à croire dans la série caduque. C'est pas possible. Et donc, au final, et ce qui est marrant, c'est que il y a une scène où Elrond fait noter au roi qu'il est inconsistant. Il lui dit, attends, roi, là, tu m'as dit l'inverse la dernière fois. Et ça m'a fait marrer, parce qu'entre eux, ils disent toujours l'inverse d'une scène à l'autre. Donc, bon, encore une fois, moins de dialogue, moins de problèmes. Mais je peux que regarder cette série en me disant, il y a des moments qui ont énormément de potentiel, et il y a des moments qui sont gâchés. Là, on est dernier épisode de saison. On voit plus les nains. Qu'est-ce qui sont arrivés, l'histoire, etc. On n'en sait rien. Isildur, le cheval, qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'en sait rien. Il lâche une bombe sur le mari de Galadriel. On n'en sait rien. Donc au final, le truc, c'est que on est en fin de saison. On est sur un cliffhanger. L'épisode 9 est censé arriver sur un truc où on se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et en fait, ça termine sur Sauron qui regarde la montagne du destin pour faire l'anneau unique. Ok, no shit Sherlock, quoi. On est au courant. On est au courant qu'il va faire l'anneau unique. Donc en fait, il y a vraiment une gestion. Il fait pas l'anneau unique avec les anneaux humains? Il dupe pas les rois humains pour forger l'anneau unique sûr, avec leur anneau? Il va faire les anneaux pour les nains et les anneaux pour les humains en les liant à son anneau à lui qu'il va créer en même temps pour lier tout le monde grâce à l'anneau unique qui les liera tous dans les ténèbres. Mais oui, le donc truc, c'est que quand il y a encore un très long chemin. On sait ce qu'il va il y a en encore foutre. plein de choses à raconter avant ça. Pardon, K. Il y a encore plein de choses à raconter avant ça. C'est pas là Halbrand qui arrive à la montagne du destin et le tour est joué. Alors, l'image qu'on voit, c'est Halbrand qui regarde la montagne du destin. Tu n'es pas d'accord avec ça? Mais tu viens de me dire pour faire l'anneau. Mais il va se passer plein de choses avant. Tout à fait. Il va forcément rentrer en contact avec les nains, avec les hommes. Et le truc, c'est que la série se termine sur une musique qui nous redit ce qui va se passer. 3 anneaux pour les elfes. Et donc, au final, moi, je trouve qu'il y a vraiment une gestion du thrill, du suspense qui est très, très, très étrange dans cette série. Pourquoi avoir montré 2 scènes d'affilée sur
la fille d'Elendil? Je sais pas. Le décès du roi, de Numénor, en quoi on avait besoin de voir cette scène? C'est plus intéressant, c'est plus intéressant quand on voit Myriel, qu'elle arrive et toute la ville est en deuil. Mais en fait, il y a constamment un truc qui est chouette graphiquement, un truc qui est absurde. Il y a un truc qui est chouette graphiquement, les personnages disent l'inverse de la scène précédente. Alors après, tu dis, on a 2 révélations. Je voudrais revenir vite fait dessus. La révélation que c'est Gandalf, que tu disais, il y a la révélation que c'est Gandalf. On n'a pas la révélation que c'est Gandalf. Personne ne l'appelle Gandalf. L'endroit dont il parle, c'est personne va l'endroit l'appeler sur Gandalf. lequel vont... Enfin, c'est la région où va un des mages bleus. Donc peut-être que c'est Gandalf. Peut-être que c'est un des 2 mages bleus qui, du coup, disparaît dans le 2e âge. Les 2 sont Et ça possibles. serait sidérant. Ça serait incroyable qu'avec tous les indices qu'il y a là, les papillons dans la destruction des 3 sorcières qui font forcément écho à l'usage de papillons dans la communauté de l'anneau, le fait qu'ils ressortent exactement une réplique du truc, au final, c'est pas Gandalf. Ah mais Enfin, ça moi serait dingue. je t'ai dit dès qu'on a vu Et, les premiers et trailers, je te il dis que n'a. c'est Gandalf. Je Mais dis oui, juste mais moi aussi. attention. Non mais attends parce que attends, Mais pour moi, c'est sûr la que c'est justice à 2 Gandalf. vitesses. La première chose, je dis que l'annonce n'est pas faite. Attention, ils peuvent encore changer. Et le deuxième truc, c'est que tu dis il y a la révélation d'Albrand. Mais si pour toi, c'est quand le personnage a déjà dit 10 fois des trucs qui font penser que c'est Sauron, ou que dans le cas de Gandalf, c'est Gandalf, bah alors la révélation que Albrand c'était Sauron, on l'a eu il y a 4 épisodes. Il ne fait Mais que non, parce dire des que. trucs de je suis Sauron. Non, Il non, est. je suis pas d'accord. Mais moi, clairement pas. Il y avait des vrais mystères sur Alban de Sauron. Pas dans l'épisode, parce qu'il y a plein de scènes avant le moment où il est confronté par Galadriel, où on comprend que c'est Sauron, il n'y a plus de doute. Mais dans les épisodes passés, il y a encore un doute. Par contre, Gandalf, le fait d'utiliser la réplique, et que c'est la dernière chose qu'il dit, c'est pour dire c'est Gandalf. Parce que Gandalf, de toute façon, ne se fait appeler Gandalf que à l'époque du Seigneur des Anneaux. Il le dit, j'ai eu plein de noms. Donc il va pas s'appeler Gandalf. Il y a des peuples qui l'appellent Mithrandir, il y en a qui l'appellent autrement. Et ça tombe, Gandalf, jamais dans la série il va s'appeler Gandalf. On ne sait pas. Ouais, mais ça j'ai aucun problème. Je sais pas pourquoi tu reviens sur Gandalf, j'ai aucun problème. Mais parce Le que tu truc me c'est dis, il que l'appelle pas par son nom. Mais en effet, Gandalf, il utilise peut-être que le nom apparaît bien après. en fait, donc encore une fois, au premier trailer sur la chaîne, on avait annoncé on pensait que c'était Gandalf. Le truc, c'est que moi, je pense que vu l'échec En de la première critique. révélation sur Albrand, peut-être qu'ils vont faire exprès de nous faire une surprise. Parce que Albrand, franchement, si vous ouvrez n'importe quel réseau social, YouTube, Twitter, n'importe lequel, la blague de Albrand et Sauron, depuis le premier épisode, tout le monde l'a fait, quoi. Bien sûr. Donc, Ah oui. il y avait eu sur le trailer des analyses, je crois, y compris la nôtre, qui disaient qu'on croyait qu'il y avait de fortes chances que Albrand ce soit Sauron. Chaque épisode, il dit un truc que aurait dit Sauron dans les mêmes circonstances. Enfin, on a pris des pincettes sur la dernière vidéo encore en disant bon, on pense que c'est vraiment Albrand, qu'il y a très peu de doutes, mais le trailer essaye de faire croire que ce serait peut-être l'étranger. Enfin, en fait, le truc, c'est que pour moi, l'histoire de Sauron, le fait que ce soit un reveal dans l'épisode, alors que ça fait 7 épisodes qu'on est quasiment sûr que c'est lui, pour moi, ça dénote encore une fois de la pauvreté de création. C'est-à-dire que c'est une série qui ne fait que des mystères, qui soit n'avance pas, soit se focalise sur le mystère qui est le plus obvious et qui est le seul dont on est sûr. À l'heure actuelle, qui est Hadar? Moi, ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un autre des lieutenants de Morgoth et que du coup il est contre Sauron et qu'en fait donc la saison 2 ça va être Hadar versus Sauron et la prise de pouvoir de Sauron dans le Mordor avant? Peut-être qu'en fait Hadar n'est qu'un laquais de Sauron. On n'en sait rien. Mais en fait le truc c'est que la série ne fait avancer que sur les mystères qui n'en sont pas un. Le mithril
est-ce que oui ou non, un jour, le mithril va être récupéré? Bah, qui ne le sait pas? Les gens qui ont lu les bouquins bah, sont au courant, les gens qui ont vu les films sont au courant. Enfin, en fait, le truc, c'est que les seuls mystères qu'ils font avancer sont ceux sur lesquels il n'y a aucun doute. Et en fait, quand il y a une révélation, c'est parce qu'en fait, ils ont fait exprès de complètement retourner l'œuvre en disant bah, j'en ai rien à foutre pour faire une nouveauté. Typiquement, pour revenir sur le mithril qui va sauver le peuple des elfes, ou les anneaux qui sont, soit il y a les 3 anneaux des elfes, soit tous les elfes vont claquer. C'est des trucs qui sortent de nulle part. Et très mal expliqué en plus. Pardon, Car? Et c'est très mal expliqué. Là, pour le coup, pourquoi est-ce que les anneaux ont un pouvoir incroyable? Pourquoi est-ce que le mithril a un pouvoir incroyable? Attends, Ok. juste, tu parles de Moi, ça. j'écoutais le truc, Le je me roi. disais, oui, ok, ça leur donne des pouvoirs. Bon, m'expliquez pas pourquoi, de toute façon, vous n'arriverez pas à m'expliquer. Mais en fait, le Donc, truc qui est incroyable, c'est juste si on parle des anneaux, parce que la série s'appelle quand même Les Anneaux de pouvoir, et au final, on a les scènes sur les anneaux dans les 10 minutes sur le dernier épisode sur toute une saison. Mais enfin bref. Donc le truc, c'est que les Anneaux de pouvoir, donc le roi, Gil-galad, qui dit faut à tout prix sauver les elfes et tout, etc. Et là, ils sont à 3, ils lui disent bon, bah, on a une solution, faut faire une couronne magique. C'est ça où tout le monde clame. Et c'est quoi sa première réaction? C'est non, je pense qu'il ne faut pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Gil-galad? Il est en train de dire, bah en fait, bon, vous avez trouvé une solution, elle me plaît pas parce que elle va pas avec mon look lifestyle. Donc du coup, en fait, tous les elfes, on les laisse dépourir et où on retourne à Valinor. Mais en fait, les propos des personnages sont complètement absurdes. Et c'est Elrond qui se met à parler au roi en lui exigeant des trucs. Non mais roi, tu me dois ça. Mais de quoi tu parles? Roi, je te l'ai demandé, je ne demanderai pas 2 fois. Mais parce qu'on sait pas, il y a un truc qu'on connaît pas dans la relation Gil-galad-Elrond. Pourquoi mais il y est-ce a surtout un truc qui change qu'un d'un épisode à l'autre. Parce que l'épisode d'avant, c'est le roi qui lui dit de faire des trucs et l'autre il ferme sa gueule. Et là maintenant, c'est Elrond qui lui impose des choses. Oui, parce qu'ils ont une relation qui doit être qu'on ne connaît pas, Qui dont est une on connaît pas relation la qui nature. évolue d'épisode Comment en épisode à la volonté des Attends, personnages qu'on appelle des scénaristes. Mais donc au final, mais pour je revenir peux sur le juste truc, dire un cet truc quand même sur épisode, Elrond. pardon. Elrond, il passe d'un semi-homme, semi-elfe abandonné sur une plage récupérée par Galadriel en personnage elfique quasiment un des plus importants qui est à la cour de Gil-galad, que Gil-galad lui donne des missions, qui est très proche de Galadriel. Enfin, l'histoire de Elrond, on la connaît pas. On ne sait pas comment ce gars est arrivé à être aussi proche des elfes les plus importants. Donc ça tombe, il a une relation avec Gil-galad qui fait qu'il y a une logique dans le fait qu'il puisse exiger du roi quelque chose. De toute façon, pour qu'il devienne ce qu'il va devenir. Et puis en plus, là, ça devient un des propriétaires des 3 anneaux. Donc, Mais Ker, on est d'accord que là, tu théorises sur une hypothétique réponse qui pourrait y avoir en dehors qui explique une aberration. mais, en fait, L'autre oui, possibilité, c'est qu'il y c'est a le une principe aberration. c'est le principe de théoriser sur un univers qui a un avant et un après. Oui, mais c'est aussi C'est possible ce que qu'on fait c'est sur une la chaîne aberration depuis. ou pas. Bah non, c'est pas une aberration. D'accord. Donc au final, le truc, c'est que pour finaliser sur mon avis, la série a vraiment un potentiel. Mais je pense que là, très clairement, et là, je vais pas mettre la faute sur Amazon, j'entendais des trucs sur Jeff Bezos et tout. Et il a suffisamment de tort et il tue suffisamment de trucs sur la planète pour qu'on lui mette pas sur le dos l'écriture de la série du Seigneur des Anneaux. Le truc, c'est que là, il y a eu 2, 3 messages de la communication Amazon qui étaient un peu contradictoires. Donc peut-être que quand vous verrez la vidéo, des choses auraient été expliquées, parce qu'il y a eu à la fois des messages qui expliquaient que Amazon avait demandé en interne que la prochaine saison soit avancée. Il y a eu d'autres messages qui expliquaient qu'ils allaient peut-être prendre vraiment leur temps sur une prochaine saison et que 2 ans, c'était peut-être déjà très court. Donc je ne sais pas quel sera le dernier article et la dernière communication d'Amazon autour du Seigneur des Anneaux. Mais moi, je ne peux que souhaiter, bon, ok, ça y est, on fait un deuil. C'est pas le Seigneur des Anneaux comme dans les bouquins, comme dans les films. C'est autre chose. C'est censé être sur le 2e âge
mais ça traite de comme si c'était 3 jours avant le film du Seigneur des Anneaux, 3 ans. Donc, ok, bon, je fais le deuil du truc, c'est pas grave. Moi, j'espère, vu que c'est quand même une licence que j'aime bien, que il licencie l'équipe qui a écrit l'histoire, puisque beaucoup des problèmes que je vous remonte, c'est pas le réalisateur, c'est pas les acteurs, c'est vraiment l'écriture et les showrunners. Là, j'ai l'impression qu'il y a un choix assez simple de la part de l'équipe d'Amazon de dire ok, on s'est planté, les showrunners sont nuls ou sont pas bien. Donc ça veut dire quoi dans les messages dans la presse? Ça veut dire qu'il y a eu un désaccord artistique. Et pour suite à un désaccord artistique, de nouveaux showrunners seront castés. Et là, ils ramènent des nouveaux showrunners qui réécrivent des personnages. Les acteurs sont pas nuls, hein. Même l'actrice qui joue Galadriel, moi je trouve qu'elle est imbitable, Galadriel. Mais par contre, l'actrice, elle a l'air de très bien jouer quand on lui donne la place de bien jouer. Donc il y a un potentiel. Cet épisode me rappelle le potentiel que la série peut avoir. C'est juste que les incohérences, vraiment, les absurdités, c'est dur, quoi. C'est dur de rester dans l'épisode quand ça s'enquille. Et puis, d'une manière générale, et là, c'est un truc sur lequel je rebondirai plus sur la vidéo qui parle de la saison, mais je trouve que la, les, les rapports entre les personnages, les échanges entre tout le monde ne marchent pas. Il y a plein de scènes qui marchent pas. Moi, je trouve qu'on n'y croit pas. Il y a là où, sur des éléments très simples, prenez la scène du deuil de Théoden dans Le Seigneur des Anneaux, prenez celle de Elendil, prenez n'importe quel moment où Aragorn est dans les petites villes en train d'essayer de défendre les hobbits dans la petite ville et tout avec les Nazgûl versus quand ils ont défendu la ville qui se fait attaquer. Prenez n'importe quel moment du Seigneur des Anneaux et de la série. Ça marche et ça marche pas dans la série. Le cinéma, c'est aussi un truc de magie, c'est aussi un moment où en fait il y a tellement d'éléments qui nous font rentrer dans le monde qu'on en accepte de croire qu'il y a des personnes qui vont vivre des millénaires, qu'il y a des anneaux de pouvoir et tout. Là, je trouve qu'il n'y a rien qui marche. On voit les grosses ficelles. C'est vraiment dommage et j'espère que la saison 2 sera bien meilleure. Et j'ai hâte de développer encore ça plus. Bon, là, je suis entré dans l'épisode, mais de développer ça plus avec vous, puis ne serait-ce que parce qu'il va y avoir beaucoup de commentaires, je suppose, sur cette vidéo et sur puis avec moi. les échanges dans la vidéo donc de toute la saison. Et puis, j'ai aussi envie, donc là, j'ai regardé 1 fois et demie l'épisode, j'ai envie de le regarder encore quelques fois et de regarder des moments précis de la saison pour me faire mon avis, mais c'est beaucoup de vrais problèmes mécaniques, des vrais problèmes techniques d'écriture qui font que ça, je trouve, ça tue la série. Si vous avez de votre côté soit bien aimé, soit mal aimé la série, demandez-vous qu'est-ce qui vous empêche de l'aimer plus ou qu'est-ce qui vous empêche de l'aimer tout court. Et je pense que ça va beaucoup être lié à uniquement des problèmes liés à l'écriture et au showrunner. Est-ce que ça te fait un peu réagir tout ça, K? Bah, t'as dit plein de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses qu'on verra dans la vidéo critique de la saison. Euh, Où moi, je développerai une. En fait, avec cet épisode final, j'ai une vision de la série qui est extrêmement imparfaite, qui démarre très mal, mais qui, je trouve, avec ce final et l'épisode précédent notamment, euh, se rachète un peu. Mais gomme, comme je le disais tout à l'heure, certains de ses défauts. Il y a plein d'éléments que tu as évoqués dans les trucs qui vont pas qui sont tout à fait justes. Euh, mais je t'avoue, et c'est ce que je tweetais, j'y ai vu dans cet épisode final, j'y ai vu du vrai Seigneur des Anneaux. Et c'est un truc que j'ai pas évoqué dans mon avis. J'ai trouvé que visuellement, l'épisode était magnifique. Euh, alors toi, tu détestes Galadriel, moi je l'aime bien. Et notamment parce que je la trouve euh, particulièrement mise en valeur d'un point de vue elfique. C'est-à-dire que vraiment, j'y vois une elfe.
Alors que par exemple, tu vois, Elrond, et c'est d'ailleurs rigolo, Elrond et le forgeron, tu les mets côte à côte, t'as l'impression que c'est son daron, le mec. Et parce qu'ils ont exactement la même tronche. Enfin, peu importe. Et musicalement, j'ai trouvé que la musique ressortait très bien. Alors, t'as parlé de la musique de fin avec le poème, je vais appeler ça poème de Tolkien, légendaire. Alors, la musique en elle-même, je suis d'accord, on s'en fout. Par contre, j'ai trouvé que c'était très chouette de terminer avec une chanson originale écrite pour la fin de saison, parce que ça fait écho pour moi très clairement aux morceaux originaux écrits pour les fins de chaque film, que ce soit la trilogie initiale ou que ce soit la trilogie du Hobbit. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Je me permets de Et- sauter Ouais, sur le sujet. vas-y. J'ai trouvé que c'était l'épisode où la musique, où vraiment la musique se ressortait le mieux. Je sais pas ce qu'ils ont changé, si c'est la réorchestration. Je trouvais qu'elle était un petit peu plus présente. Et enfin, plus que la réorchestration, je pense que c'est tout simplement le mixage qui est différent. Mais vraiment, elle était plus présente, elle portait mieux. La musique de l'étranger, on l'a senti vraiment à plein de moments, on l'a senti se développer, comme on sentait le personnage se développer. Vraiment, j'ai trouvé que sans aucun débat, d'un point de vue musical, l'épisode était très réussi et très au-dessus du reste de la saison, quoi. Et je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y a aussi un autre élément en dehors du fait qu'on l'entende mieux, c'est aussi on s'y est fait à cette musique. C'est-à-dire, pas dans un sens négatif, hein, mais dans un sens où les thèmes reviennent très souvent, le thème de l'étranger, le thème de Galadriel, etc., etc. Et du coup, moi, les thèmes, ça y est, je les connais, je les apprécie et je les écoute. Donc, je pense que ça joue, mais c'est vrai que la musique est très réussie dans cet épisode-là, comme d'ailleurs elle monte en puissance aussi en parallèle dans House of the Dragon au cours de la saison. Elle est très effacée, puis plus la saison avance, plus la musique s'impose et fait son effet et exactement ce qu'on attend d'elle, parce que la musique la trilogie du Seigneur des Anneaux, elle a un rôle immense. Enfin, je pense que toi, comme moi, on est sorti de la communauté de l'anneau avec la BO de Ward Shore. Moi, pendant un an, j'ai écouté que ça, quoi. Donc là, la musique marche bien. Et c'est vrai que sur Gandalf, je trouve aussi que ça fonctionne bien. Et comme ce que je disais, donc c'était visuellement et musicalement, c'est très beau. Et je disais vraiment que moi, j'y ai vu du Seigneur des Anneaux, tu vois, dans la relation entre Gandalf et les Hobbits. Le fait de voir comment sont forgés les anneaux, tu vois, j'étais content. Le fait de savoir qui était Sauron, ça m'a plu. Et vraiment, les perspectives me plaisent beaucoup, tu vois, la conquête de Sauron, la riposte, comment est-ce que Elendil va prendre le pouvoir, parce que bah, il va être roi. Enfin, Isildur sera là. Euh, donc non, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et tu vois, bon, ça pourrait être ma conclusion aussi de la vidéo critique de saison, mais pourtant ça commençait super mal, quoi. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Eh ben écoutez, moi je suis vraiment très 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 intéressé par cette série. C'est pour ça que même si je l'ai pas particulièrement apprécié, j'ai envie de regarder encore une fois les épisodes pour en parler dans la vidéo clôture de saison. Euh, c'est euh, c'est un énorme accident. Le plus gros budget, la série qui a été communiquée comme la plus grosse série potentiellement de l'histoire et tout, qui est au final une série qui est sympatoche, une série qui est sympatoche. Il n'y aurait pas eu toute cette communication, ce serait une autre licence, ce serait la roue du temps, ce serait vraiment un n'importe quel autre auteur. Il y a de fortes chances que tout le monde dise ouah, mais Amazon et tout, ils mettent les moyens et qu'on remarque beaucoup moins les problèmes. Mais là, à avoir voulu tirer la couverture et faire la communication à ce point-là et à ce point-là dire nous on va tout changer, je pense que ça dessert la série et forcément comme toute critique est subjective, forcément ça change un peu la vision qu'on peut avoir de la série et on va voir un petit peu quelle va être la communication d'Amazon ces prochains jours
autour des nouvelles informations qui sortent, les communiqués de presse, un petit peu gestion de crise, les stats qui sont en train de sortir, qui sont vraiment, à mon avis, très décevantes pour Amazon. Donc peut-être que s'il y a d'autres choses qui sont intéressantes là-dessus, on ira faire une vidéo sur le sujet, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, mais définitivement une série dont pas que le sujet, quoi, toute la production, toute la création m'intrigue et m'intéresse. Et mon cher Greg, je rajoute un truc parce que j'ai pas envie qu'au moment de la vidéo critique, on dise que j'ai changé mon fusil d'épaule, donc je vais le dire tout de suite dans la critique de l'épisode 8. Mais c'est pas une série top 10 pour moi de l'année, clairement. C'est pas parce que j'ai apprécié l'épisode 7, épisode 8 que c'est une des meilleures séries de l'année pour moi. Afterlife, Euphoria, For All Mankind, Peacemaker, Peaky Blinders, Severance, Stranger Things, The Boys, Wolf Like Me, After Party, notamment Outer Range, Reacher, tout ça, ce sont des séries qui sont sorties en 2002. Je les ai notées, je les ai vues et je les mets devant Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Donc ça en fait des séries quand même. De retard. Mais le truc, c'est que du coup, tu mettrais quelle note à cette série? Parce que tu dis que tu l'aimes bien. Alors, justement, j'osais pas le dire. Alors moi, je me suis fait un système de notation perso qui vaut ce qu'il vaut. 1, c'est nul. 2, c'est moyen. C'est pas celui que tu m'avais dit? Tu m'avais dit que c'était... Si c'était Bisounours Cœur, ça veut dire que c'était vraiment une série qui t'avait touché. C'est un peu... Bisounours, du coup... moi, c'est un peu plus simple. Rainbow, Arc-en-Ciel. Attends. Ça voulait dire que ça t'avait mis des couleurs dans les yeux. Non, avec licorne, non, mais on peut mettre des emojis sur mon truc. 1, c'est nul. 2, c'est moyen. 3, c'est bien. 4, c'est très bien. 5, c'est excellent. Et en quoi ce serait bizarre? Parce que c'est la notation de tout le monde, en fait. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas de 0. Un système de notation. Attendez, non, moi, j'ai pas de 0. Ça va de 1 à 20. Mais non, moi, je n'ai pas de 0. C'est nul. En fait, il y a des 0. Ça va souvent de 0 à 5, par exemple. T'as le système de notation d'IMDb, de Allociné, pardon. Peut-être. Et Google, par exemple, fait remarquer, ou Afterlife. Non, pas eu de Uber. Ouais, non, t'es entre Google et Allociné. Afterlife et Euphoria, tu vois, j'ai mis 5 sur cette année. Là, honnêtement, sur The Rings of Power, je lui ai mis 3, mais un tout petit 3, j'hésite avec 2. Attends, tu peux me rappeler, parce que vraiment, ton système de notation est vraiment, vraiment très précurseur, j'ai pas complètement saisi. Donc, 1, c'est pas terrible, 5, c'est bien, et 3, c'est, du coup, je sais plus. 3, c'est bien, non, 2, non, 1, c'est nul, 2, c'est moyen, mais vraiment moyen. Par exemple, les seuls 1 que j'ai mis cette année, il y a I Am Groot, Moon Knight, Resident Evil et She-Hulk. Et après, il y a plein de très mauvaises séries que j'ai pas regardées volontairement. Donc en fait, ton parce que je savais 1, que c'était très mauvais. c'est juste les séries MCU en fait. T'es sûr que c'est pas un autre système de notation? Non, il y en a 2. Après, 2, c'est moyen et 3, c'est bien. Et en fait, The Rings of Power, je la classe. Alors vraiment, c'est vraiment système scolaire. Hein, mais je la classe vraiment entre le bien et le moyen. Donc, je suis pas en train de dire que je suis un méga fan et que demain, je vais me faire tatouer The Rings of Power sur le torse. Pas du tout. Mais moi, j'y ai vu du mieux dans ces 2 derniers épisodes. Tu peux juste tirer comme ça sur ton polo. Parce que moi, j'ai vu un bout de tatouage qui est le tatouage de Sauron. Tu peux tirer là comme ça un petit peu, Kerr? Non, tu m'auras pas. On va voir s'il y a un bout de Sauron. Non, tu m'auras pas. J'ai des cornes. Et d'ailleurs, je rajouterais que si vous n'avez pas vu Afterlife, Euphoria, For All Mankind, etc., sautez dessus. C'est sacrément bien. Et bah tu vois, je ne m'attendais pas à ce que ça termine comme ça. Des bisous avec à tous. Un système révolutionnaire de notation. Série, en fait, la réalité et l'œuvre se sont touchés. Des bisous à tous. Ciao, ciao.